Merci beaucoup Andrea pour cette présentation. On a plein de questions. Je vais vous demander, messieurs, d'être super synthétique parce qu'on a envie de répondre au maximum d'entre elles. Louis, Boursorama possède-t-il un compte démo comme d'autres plateformes de trading, par exemple, où l'on peut essayer la stratégie sans impact? C'est pour vous, ça. Oui, c'est plus pour moi, du coup. Oui, effectivement, vous avez ce qu'on appelle des portefeuilles virtuels sur Boursorama. Vous pouvez vous amuser à composer un portefeuille avec des valeurs qui vous plaisent et voir son évolution. Donc, ça peut être une introduction aussi à la gestion de portefeuille. Donc voilà, ça c'est plus quand vous êtes client, vous avez un espace au sein de votre espace client qui est un espace membre et qui va vous permettre d'utiliser un portefeuille virtuel pour tester vos stratégies avant de vous lancer dans le grand bain. Olive, peut-on ouvrir plusieurs CEFP pour avoir 2 profils d'investissement? Bien sûr, vous pouvez effectivement plusieurs. Disons que c'est une enveloppe compte titre à la base, d'un point de vue juste organique, donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez, effectivement. Bon, question CG, peut-on mélanger des actions et des SICAV au sein d'un PEA? Oui, on l'a dit tout à l'heure, actions, ETF, SICAV, voilà, c'est les 3 grandes natures de produits. Pas de problème. Question de Ben. Et ça, c'est une question là aussi qui va intéresser pas mal de monde. Comment sont distribués les dividendes si j'ai des actions le jour J? Alors, si j'ai une action les jours J où sont distribués les dividendes, où faut-il l'avoir pour une période donnée? C'était aussi une question qui avait été posée au moment de l'inscription. À partir de quand faut-il être propriétaire de l'action pour pouvoir bénéficier des dividendes? Oui, c'est vrai que c'est une question qui peut être un petit peu, qui est intéressante pour les débutants parce qu'on peut se dire, j'achète l'action la veille de distribution du dividende et je peux toucher le dividende. Ouais. Malheureusement, c'est pas si simple. En fait, lorsque le coupon est détaché, le cours de l'action est automatiquement ajusté. Donc, on ne peut pas se positionner, si c'est ça la question, on ne peut pas se positionner la veille pour toucher le dividende et entre guillemets repartir. Ouais. En fait, on investit vraiment dans des sociétés à dividendes sur le moyen long terme. Donc, pour toucher son dividende, il faut être positionné. En revanche, si on l'achète la veille, on le touche le lendemain, mais le cours est réajusté. Ouais. C'est ça. Je complète, c'est une question qui nous revient souvent. Effectivement, il ne faut pas non plus avoir peur. Si le coupon n'a pas encore été détaché, et que vous achetez l'action, vous aurez le dividende. C'est ce qu'il faut se dire. C'est bien fait, tout ça, il y a des dates, ce qu'on appelle les record dates, dates de détachement. Bref, si le coupon n'a pas encore été détaché et que vous achetez l'action, vous aurez votre dividende au moment du détachement. Donc c'est la veille, la limite, c'est la veille. C'est la veille, voilà. Okay. On va prendre une question, là aussi, je pense qu'on a eu beaucoup de fois au moment de l'inscription et qui est fondamentale aussi, c'est quel budget faut-il pour se lancer en bourse? Et puis j'ai envie en fait de la coupler à une autre question parce que je pense que c'est un peu le même ordre d'idée. Peut-on investir de très faibles sommes d'argent, moins de 100 €, voire même 50 € par mois? En gros, est-ce que finalement la bourse est réservée aux riches ou pas? C'est ça la question que tout le monde se pose. Non, justement, ça c'est peut-être un cliché qu'on a par rapport à la bourse. On peut investir avec un petit capital et un petit capital de départ et effectivement investir aussi régulièrement tous les mois même avec 100 €. Alors par contre, il y a un point qui est important, on l'a abordé à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est la diversification. Ouais. Donc si on a un petit capital sur certaines actions qui coûtent très cher, je pense par exemple à Amazon qui vaut plus de 3 000 $, ou Hermès, là ça devient très compliqué. Donc si on a un petit capital, passer par des ETF, ça peut être une très bonne solution. Ça c'est donc il n'est pas nécessaire d'avoir une très grosse somme et en tout cas le placement par les ETF. On avait une question de Cécile sur les dividendes, mais on y a à peu près répondu. Une question de Marie et qui montre aussi comme les investisseurs qui sont arrivés récemment ont de nouvelles attentes. Elle aimerait investir, Marie, éthique, environnement humain, utile au plus grand nombre. Comment puis-je faire? C'était une question de Camille aussi. Comment investir vert? C'est pas tout à fait la même notion, mais on retrouve, vous l'aviez dit Louis, cette notion d'investissement socialement responsable, de critères ESG. Comment on fait? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut investir, aujourd'hui c'est vraiment une tendance lourde, c'est justement d'investir sur ces méga trends liés à des valeurs qui nous touchent. La transition énergétique, le low carbone, le bien-être, je pense que si vous regardez Boursorama, vous en avez vu beaucoup. C'est exactement ça. Donc, il y a les sociétés de gestion ont lancé une multitude de fonds ISR.
donc qui répondent à des critères, ça peut être des critères ESG, donc environnement, social, gouvernance. Mais il y a d'autres critères, il y a des critères, les objectifs des Nations Unies, il y a différents critères qui peuvent être pris en compte par ces sociétés de gestion. Donc là, on peut aller choisir justement ces fonds sur des petites thématiques qui nous touchent, liées à l'environnement, liées aux énergies renouvelables, au vieillissement de la population, etc. Donc ça, c'est une possibilité. Mais on peut aussi investir en direct dans des actions, dans des sociétés à mission. Par exemple, Danone, qui est la première société du CAC 40, elle est devenue une société à mission, ou des sociétés qui ont défini leur raison d'être, qui est un peu l'étape d'avant. Donc là, pareil, il y a d'autres valeurs dans le CAC 40 qui ont défini leur raison d'être, comme Michelin. Voilà. Andrea, un mot sur le sujet? Oui, effectivement, on parlait donc des SICAV FCP, et c'est vrai qu'il y a des labels qui ont été créés, certains qui existent depuis très longtemps, c'est vrai que c'est une tendance lourde, mais c'est un sujet qui quand même a fait son chemin depuis plusieurs années, qui a germé un certain nombre d'années, et aujourd'hui c'est un peu l'explosion, effectivement. Et donc, par exemple, sur le portail Boursorama, quand vous allez dans la rubrique OPCVM et que vous recherchez effectivement un fonds qui est plutôt durable, donc plutôt orienté ISR, dans le moteur de recherche, vous avez un filtre qui existe maintenant qui s'appelle Label ISR et qui ne vous affichera que les SICAV FCP qui ont obtenu ce fameux label. Alors, label du gouvernement français, du ministère des Finances et de l'Économie, qui effectivement liste tous les produits qui se sont engagés dans une charte typique. C'est déjà ISR. Une indication, c'est déjà une bonne indication. Qui peut rassurer. On pourrait citer aussi le label Greenfin. Voilà, effectivement, vous avez d'autres labels, Greenfin, le patronage du ministère de l'Économie. Label Relance depuis la crise Covid. Mais voilà, ça peut être aussi une indication pour flécher votre épargne. Question peut-être qui appelle une réponse rapide. Develyne, comment acheter des titres sur le marché américain? Google, Microsoft et autres. Compte titre. Compte titre, voilà. Compte titre, code ISIN, achat. Voilà, compte titre, code ISIN, achat. Voilà. Stéphanie, avec une question intéressante parce qu'elle fait écho à l'actualité vraiment récente. Faut-il profiter des introductions en bourse pour investir? Et il y en a après des années de disette en ce moment, des introductions en bourse. On pourrait citer une des dernières, Obiz, il y a pas mal d'introductions en cours, Affluente Médicale, etc. Donc, est-ce qu'il faut profiter d'introductions? Alors, il faut faire son analyse. Il ne faut pas se dire, c'est une IPO. Enfin, une IPO, j'y vais, c'est forcément intéressant. Non, je pense qu'il faut analyser les différentes introductions en bourse. Il y a eu la FDJ, qui est la grosse qu'il y a eu ces dernières années, mais il y a aussi les introductions en bourse, notamment sur le marché américain ou au Royaume-Uni. Donc, je pense par exemple à Airbnb qui a réussi son introduction, mais par la suite, est-ce que le titre va performer? Deliveroo qui a fait une introduction en bourse ratée. Donc il faut vraiment, il faut regarder au moment où ça s'introduit les fondamentaux, le contexte macroéconomique, la société, et après identifier au cas par cas est-ce que c'est une bonne opportunité d'investissement ou non. Et d'ailleurs, une IPO qui a été ratée ne veut pas dire un parcours boursier qui va être un échec. Et inversement, inversement. Facebook, l'IPO a été raté et pourtant ça a été une réussite. Alors je ne sais pas si c'est dans cette question, mais on entend beaucoup parler des SPAC. Donc, c'est une forme d'introduction en bourse, donc les Special Purpose Acquisition Company. Donc, pour faire simple, c'est des coquilles vides. On va remplir par la suite. Voilà, alors ça, j'ai vu une analyse récente qui a comparé la performance des SPAC par rapport aux grands indices, et très clairement, ça sous-performe. Donc, au niveau des SPAC, il faut vraiment être encore plus vigilant, je pense. Quand on débute en bourse, on va peut-être dans un premier temps se cantonner aux sociétés, celles qu'on peut analyser peut-être. Et puis, rappelons-le, une IPO, c'est un achat d'actions. Donc, les mêmes règles s'appliquent. Toutes les règles qu'on a vues avant, elles s'appliquent également aux IPO. Ça ne sort pas du cadre. Question très pratique. Faut-il un montant minimum pour ouvrir un PEA, notamment chez Boursorama? Alors, aujourd'hui, il faut un minimum de 10 €. Alors, 10 € pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien le mettre à 0. Parce qu'en fait, votre plan n'est actif fiscalement que quand il y a eu un premier versement. Donc, pour éviter qu'il y ait un oubli, que le client ouvre et par exemple se dise « Bon, mon PEA est ouvert, j'y reviens dans 6 mois, pour l'instant, ce n'est pas intéressant », il perdrait 6 mois d'ancienneté fiscale. Donc 10 € uniquement et votre plan est ouvert et actif fiscalement. Bon, ça c'est bien. Florent qui nous dit combien de temps pour retirer de l'argent d'un compte titre? Dès le premier jour. Voilà. Alors c'est peut-être par rapport à quand on a vendu une action, peut-être les délais de règlement de livraison, je pense que peut-être que j'interprète un peu sa question, je ne sais pas. Non mais c'est intéressant. Alors effectivement, chez Boursorama, tout est en temps réel. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin,
Vous achetez une action le matin, Oui. vous achetez du Total. L'après-midi, waouh, il y a eu une news extraordinaire. Total a pris 15%. Vous vous dites, bon, bah, très bien, je m'en vais, ça me va très bien. Voilà, donc vous pouvez tout de suite récupérer finalement le fruit de votre investissement sans délai. D'accord. Question de Cécile. J'ai touché des dividendes. Ah, les dividendes, ça pose des questions chez EDF. Comment je fais pour les avoir? Cela se fait automatiquement car je n'arrive à rien. Peut-être qu'on peut expliquer la mécanique de versement des dividendes à Cécile. Oui, on peut peut-être le faire, effectivement. En fait, comme je disais, vous avez plusieurs dates clés quand il y a un dividende qui est détaché. Il y a ce qu'on appelle l'ex-date, c'est-à-dire qu'il y a un jour où, effectivement, hop, le cours de l'action, finalement, est retranché. Ça, c'est la date de détachement. Date de détachement, voilà, du dividende. Et il va y avoir une date de paiement, la payment date, qui a lieu plusieurs jours après, qui n'est pas la même. Ouais. Ça a lieu plusieurs jours après. Donc, il y a un petit délai de latence. Et c'est à la payment date, donc à cette date de paiement, que vous allez voir apparaître sur votre compte, du coup, le cash, le dividende qui apparaît suite au versement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question qui tombe? Alors, attendez. Une question qui est là aussi super intéressante. Deux questions. Pareil, je vais vous le livrer un petit peu pareil, mais qui montre bien qu'on a une nouvelle génération d'investisseurs qui est arrivée. Question de Georges. Quelle stratégie adopter pour un jeune actif? Je commence à travailler l'année prochaine. Même question pour Hugo. Et puis Salwa, je suis étudiante. J'ai un petit budget, mais je souhaite tout de même commencer à investir en bourse. Premièrement, est-ce possible ou est-ce que je dois attendre d'avoir un vrai travail en CDI? Deuxièmement, par où commencer? Je me perds parfois, c'est hyper vaste. Ça fait plaisir quand même de voir ce genre de questions de jeunes investisseurs, investisseuses. Ouais, il y a un vrai renouvellement, Ouais. donc c'est vrai que c'est très intéressant et je pense que c'est important parce qu'on va s'intéresser aux entreprises lorsqu'on investit. Et pour répondre à la question, oui, c'est tout à fait possible. Je pense que le plus important, c'est de commencer. Et c'est la régularité. C'est-à-dire que d'ailleurs, lorsqu'on est jeune, on a un avantage, c'est qu'on a du temps devant soi. Donc c'est très important d'investir même une petite somme régulièrement tous les mois et on peut du coup bénéficier de la magie des rendements, enfin des intérêts capitalisés, c'est-à-dire nos intérêts vont faire des intérêts, donc ça fait un effet boule de neige, d'où l'importance je pense d'investir lorsqu'on est jeune. Donc oui, un grand oui. On peut. Je mettrais quand même une toute petite contrainte, je dirais attention, il y a ce qu'on appelle quand même l'épargne de précaution, c'est-à-dire que voilà, investir en bourse, bien sûr, c'est important pour la santé économique aussi des actions, enfin il faut investir en bourse, mais il faut quand même se dire qu'un PEA c'est engageant. On ne peut pas retirer l'argent tout de suite, enfin, si on veut profiter de l'avantage. Donc l'intérêt aussi de se construire une épargne de précaution. Garder son livret A avant peut-être. Son livret A, les choses pour les coups durs de la vie, il faut toujours avoir une petite épargne à côté. Oui, à court terme, c'est important d'avoir une épargne qui est liquide et sans risque pour investir en bourse, encore une fois, à long terme. Exactement. Un téléspectateur qui nous regarde, mon PEA à 20 ans, je le garde ou je le ferme et j'en ouvre un nouveau? 20 ans, c'est le bel âge. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à fermer un PEA qui a 20 ans? Est-ce qu'il y a une raison de le fermer? Donc non. Pas spécialement. Non. Écoutez, il n'y a pas de souci pour garder un PEA. Il y a le PEA PME, il n'a qu'à ouvrir un PEA PME finalement. Il pourra effectivement avoir un nouveau plan et diversifier avec des entreprises plus petites. Voilà, ça c'est une bonne idée. On avait cette même question, comment commencer à investir avec un faible revenu, comme un revenu d'apprenti par exemple à 60% du SMIC. Donc on le dit finalement, investir de petites sommes régulièrement, composer son portefeuille comme ça. On commence... J'imagine peut-être au début par des valeurs vraiment sûres pour asseoir un petit peu quand même. Louis, c'est peut-être ça le conseil qu'on peut donner? Oui, tout à fait. Alors je pense qu'au départ, il faut quand même identifier des valeurs qui sont solides. Ça peut être des valeurs de rendement, en tout cas des valeurs solides qui ont fait leurs preuves, qui sont bénéficiaires depuis pas mal d'années, qui ont un modèle économique solide, qui sont leaders dans leur secteur. Enfin, il y a différents critères. Mais oui, il ne faut pas aller chercher peut-être une biotech ou une valeur de croissance. On va pas tout de suite se lancer dans les choses les plus risquées. Voilà. Sinon, vous avez le CEFP, ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, vous n'avez pas des moyens énormes, mais vous voulez vous lancer dans l'aventure. Donc le CFP, on l'a dit, c'est 100 € au départ. Et vous pouvez donc périodiquement verser par exemple 20 € tous les mois. C'est le minimum de versement. Voilà. Alors 20 €, c'est sur 6 ou 7 ans, ça peut quand même tous les mois faire un petit peu travailler. Et comme en plus vous aurez lissé l'investissement, vous aurez fait un versement mensuel ou même hebdomadaire si vous avez envie. Voilà, vous aurez maîtrisé en plus le risque via la régularité de vos versements. Et bien voilà, très bonne réponse. On va peut-être finir, sauf si je vois d'autres questions qui tombent sur la tablette. N'hésitez pas en régie si vous voyez encore des questions qui vous semblent pertinentes. Par cette question de Stéphano pour la déclaration des revenus, y a-t-il un résumé? Parce qu'on en a un peu parlé, on est bien débuté en bourse, fiscalité. Voilà, comment ça marche? Il y a le fameux document qu'on appelle l'IFU, qu'on reçoit tous les ans. On a fait un Bourse au Campus, je vous invite à regarder sur le portail. Donc un document qui vous récapitule l'imprimé fiscal unique. Exactement.
qui vous récapitule en fait donc tout ce que vous avez généré comme plus-value, moins-value sur vos investissements, donc par établissement bien sûr. Et donc tout est indiqué. Vous avez les cases dans lesquelles il faut reporter effectivement voilà, les sommes à déclarer dans votre déclaration de revenus. Donc elle était téléchargée dans son espace client. Dans son espace client, dans la partie déclaration fiscale. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Plus d'autres questions. Merci messieurs pour nous d'avoir présenté les grands principes de l'investissement en bourse pour les débutants. Merci Louis, merci Andrea. Merci Laurent. Merci Laurent. Alors ce webinaire est désormais terminé. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu tout voir. Il sera en replay sur le site d'ici quelques jours. Et puis restez encore avec nous quelques petites secondes. Voilà, pas grand-chose, le temps de remplir un questionnaire de satisfaction. Et puis il y aura sans doute une deuxième édition qui suivra ce webinaire pour les investisseurs intermédiaires. Merci beaucoup et bonne soirée. À très bientôt.